Impact réussi pour DART, le vaisseau de la NASA qui s'est écrasé comme prévu sur l'astéroïde Dimorphos dans la nuit de lundi à mardi. Selon une ONG, au moins 76 personnes ont été tuées en Iran dans la répression des manifestations suite à la mort de Mahsa Amini. L'Union européenne est partagée sur l'accueil des ressortissants russes qui cherchent à fuir la mobilisation partielle décrétée par Moscou. Des prisons souterraines comportant des traces de torture ont été découvertes en Ukraine dans les zones libérées et reprises à la Russie. La victoire du oui à Cuba, le mariage pour tous et la GPA approuvée par référendum, les mesures phares d'un nouveau code de la famille. Dans la nuit de lundi à mardi, à environ 11 millions de kilomètres de la Terre, le vaisseau de la NASA, DART, s'est écrasé sur l'astéroïde Dimorphos afin de dévier sa trajectoire. Un test historique diffusé en direct qui doit permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger d'une potentielle menace future. Planetary defense. Fantastic. Oh, fantastic. Au cours des 2 prochains mois, nous allons obtenir plus d'informations sur la nature réelle de l'impact et sur ses conséquences, car c'est notre objectif numéro 2. Le premier était de toucher l'astéroïde, ce que nous avons fait. Le second est vraiment de mesurer et de caractériser la quantité d'éjectats que nous avons réellement émis. L'une des interrogations est désormais de savoir de combien l'orbite de Dimorphos, qui gravite autour d'un plus gros astéroïde, sera réduite après cet impact. La rue continue de gronder en Iran depuis la mort tragique de Mahsa Amini, survenue 3 jours après son arrestation par la police des mœurs. Dans plusieurs dizaines de villes à travers le pays, les manifestants défilent toujours malgré la répression. Selon l'ONG Iran Human Rights, au moins 76 personnes ont perdu la vie dans ces manifestations où police et civils s'affrontent. Les autorités iraniennes avancent de leur côté un bilan de 41 morts. Elles ont aussi annoncé l'arrestation de plus de 1200 manifestants. Le régime iranien tente de couper totalement l'accès à Internet dans le pays pour bloquer l'information. Mais le mouvement de manifestation gagne du terrain dans le monde. Des Iraniens vivant en Turquie se sont rassemblés lundi à Istanbul. Nous résistons pour vivre. S'il vous plaît, soyez notre voix en tant que pays ami. Relayez les informations parce qu'il n'y a pas d'internet en Iran. Aujourd'hui sur Twitter, il y a eu plus de 100 millions de hashtags pour Mahsa Amini. En France, plusieurs centaines de personnes se sont également rassemblées ce week-end à Paris. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher les manifestants d'atteindre l'ambassade d'Iran. De son côté, Téhéran dénonce toujours un complot de l'Occident et nie toute implication dans la mort de Mahsa Amini. L'accueil des Russes qui fuient la mobilisation militaire divise l'Union européenne. Les 27 s'interrogent sur l'opportunité de leur accorder l'asile. La question est posée alors que l'Europe est quasiment inaccessible pour les ressortissants russes. Il n'y a plus de vols directs et les frontières terrestres se referment à leur arrivée. Les pays baltes, la Finlande et la Pologne réclament une position de fermeté de la part de leurs partenaires. De nombreux Russes qui fuient à cause de la mobilisation étaient d'accord pour tuer des Ukrainiens. Ils n'ont pas protesté à l'époque, écrit sur Twitter le ministre letton des Affaires étrangères. A contrario, l'Allemagne se dit prête à accueillir les dissidents russes qui ont besoin de protection. D'autres capitales estiment qu'il faut étudier cette question au cas par cas. Les experts estiment que cette situation ne doit pas exclure des personnes qui ont droit à l'asile. Chacun a toujours, pour des raisons importantes, le droit de demander l'asile. Nous ne connaissons pas la situation personnelle des nombreuses personnes qui essayent de rejoindre actuellement l'Europe. On voit aussi qu'il y a de nombreuses manifestations en Russie et cela a aussi de fortes répercussions pour les personnes concernées. Donc, je comprends les arguments, mais cela ne devrait pas être une raison pour laquelle nous devrions saper potentiellement le droit individuel des personnes à demander l'asile. Les ambassadeurs de l'Union réunis lundi demandent à la Commission de mettre à jour les lignes directrices qui suspendent l'accord de facilitation des visas avec la Russie à la lumière des récents développements. Certains États membres estiment qu'il faut des preuves sur les intentions des ressortissants russes qui fuient la mobilisation. Il faut s'assurer qu'il s'agit bien d'opposants au Kremlin et non pas d'agents de Moscou. Здесь держали людей.
Des cellules sombres et froides et des preuves de torture ont été découvertes dans des prisons souterraines en Ukraine, dans les zones libérées et reprises à la Russie, comme ici à Shevchenkov, dans la région de Kharkiv. Le bureau du procureur a ouvert des enquêtes. Nous avons trouvé des preuves de torture qui avaient lieu ici. Des civils ont été torturés ainsi que des déserteurs russes. Il leur était reproché de ne pas vouloir collaborer avec la Fédération de Russie. Les enquêtes permettront peut-être de connaître le nombre et le sort des personnes emprisonnées ici. Certains témoignages de voisins font état de personnes disparues. Un homme conduisait sa voiture et brandissait un drapeau ukrainien. Ils ont arrêté son véhicule et tiré des coups de feu en l'air. Ils sont montés dans la voiture avec lui et sont partis. Nous ne savons pas où il se trouve maintenant. La réussite de la contre-offensive lancée par l'armée ukrainienne début septembre a permis de mettre en lumière ce qui s'est passé dans la région de Kharkiv, occupée par les troupes russes pendant plusieurs mois. La découverte de ces prisons souterraines vient s'ajouter aux plus de 400 tombes et à la fosse commune exhumée près d'Izium il y a 10 jours. Ce lundi, l'Ukraine a annoncé enquêter également sur une autre fosse commune située près de la frontière russe, toujours dans la région de Kharkiv. Le mariage pour tous et la GPA bientôt légalisée à Cuba. Avec 67% des suffrages partiels, le oui l'a emporté lors du référendum sur le nouveau code cubain de la famille. Une avancée progressiste célébrée par le président cubain sur Twitter. Pour le Conseil électoral national, ces résultats partiels sont irréversibles. Le code de la famille a été ratifié par le peuple. En plus du mariage homosexuel et de la gestation pour autrui, ce nouveau texte inclut également l'adoption homoparentale et l'interdiction du mariage des enfants. Plus de 8 millions de Cubains ont été appelés à répondre à la question « Êtes-vous d'accord avec le nouveau code de la famille ?» La participation s'élève à 74%. C'est la première fois que les Cubains étaient sollicités pour se prononcer sur une loi par référendum. Ce nouveau texte est l'un des plus progressistes d'Amérique latine en matière de droits sociétaux. Ce n'est pas Venise, mais bien les rues de la ville de Trapani dans l'ouest de la Sicile. Après un épisode de pluie torrentielle, une partie de la ville a été totalement inondée. Même si certaines personnes sont restées coincées dans leur voiture, il n'y a eu aucun blessé. Pour faire face à la catastrophe naturelle, le maire italien a ordonné la fermeture des écoles et de nombreux bâtiments publics. Edward Snowden est désormais un citoyen russe. Une décision prise par Vladimir Poutine lui-même dans un décret publié par le gouvernement. Réfugié en Russie depuis 2013, l'ex-employé de l'Agence nationale de sécurité américaine est toujours recherché par les États-Unis pour avoir rendu public des dizaines de milliers de documents de la NSA. Selon l'avocat russe du lanceur d'alerte, Snowden ne devrait pas être concerné par l'ordre de mobilisation. Ils sont nombreux avant lui à avoir rêvé de percer le mystère des hiéroglyphes. C'est finalement le Français Jean-François Champollion qui parvient il y a 200 ans à déchiffrer le système d'écriture égyptien. Le musée du Louvre-Lens, dans le nord de la France, qui célèbre lui ses 10 ans d'existence, lui consacre une exposition à partir de mercredi. On voulait que ce soit une plongée dans le temps. On voulait que ce soit un peu la caméra explore le temps. On va vous emmener au tout début du 19e siècle et vous montrer où on en est dans ce questionnement sur l'Égypte ancienne et comment cet être d'exception, ce génie, a pu révolutionner notre vision de l'Égypte et créer une discipline qu'on appelle aujourd'hui l'égyptologie. En déchiffrant les hiéroglyphes, le polyglotte, alors âgé de 32 ans, lève le voile sur 3000 ans d'histoire de civilisation égyptienne. La géniale invention ou la géniale découverte de Jean-François Champollion, c'est d'arriver à déchiffrer leur écriture et par ces textes, les Égyptiens vont enfin retrouver leur voix. Parmi les 350 œuvres exposées, des manuscrits, des fragments, des vêtements même, dont un des manteaux portés par Champollion au cours d'une expédition le long du Nil en 1828. Mais ne cherchez pas la fameuse pierre de Rosette, indispensable à la découverte de l'égyptologue. La stèle gravée est restée à Londres, au British Museum, qui consacrera lui aussi une exposition au sujet à partir du 13 octobre.